Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Débats. Le gouvernement mauritanien a annoncé la création d'une agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, d'insertion et de lutte contre la pauvreté. La nouvelle agence aura, selon le projet de décret, pour mission de réaliser la politique du gouvernement à travers des programmes économiques et sociaux de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage. Elle assurera également le suivi et l'exécution de ces programmes sur le terrain, et ce à travers des actions portant sur l'accès à l'eau potable et autres services sociaux de base, la promotion de l'habitat social et les activités génératrices de revenus. La nouvelle agence devra en outre utiliser tous les vecteurs potentiels pour créer de nouvelles opportunités d'emploi et renforcer les capacités de revenus et d'insertion sociale des couches les plus vulnérables, et ce, en vue de résorber les inégalités et d'encourager la cohésion sociale. Donc, le débat de ce soir va tourner essentiellement autour de la création de cette agence. Est-ce qu'elle consacre la disparition définitive de l'ANAER, son prédécesseur? Pour discuter de toutes ces questions, nous avons reçu pour vous ce soir, sur le plateau, Monsieur Barry Moussa, c'est ça. Vous êtes conseiller du directeur général de l'ANAER. Bonsoir. Je reçois également pour vous ce soir M. Mohamed Mahmoud Javar, qui est secrétaire exécutif chargé de l'orientation politique de l'IPR. Bonsoir. Je reçois également M. Ahmed Oulkhairou, qui est chargé des affaires juridiques du parti LWM. Et Ladji Traoré, secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste. Bonsoir. Et je reçois également M. Mohamed Oudebou, membre du bureau exécutif du Rassemblement des forces démocratiques. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. La première question que je vous pose à tous est, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la création de cette nouvelle agence? En fait, merci beaucoup pour avoir organisé ce débat qui va permettre de lever les équivoques et mettre fin à certaines rumeurs. Donc nous apporterons les éclaircissements nécessaires dans un débat franc pour que la population, ceux qui nous suivent aujourd'hui, puissent en profiter réellement. Ce qu'on peut dire, c'est que la création de cette agence répond exactement aux souhaits plusieurs fois et pendant très longtemps exprimés par le peuple. Et répondra, Inch'Allah, à l'ensemble des vœux, à l'ensemble des souhaits, Inch'Allah. Monsieur Javar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je voudrais d'abord remercier la télévision nationale de nous avoir offert l'opportunité de débattre d'un sujet aussi important avec les représentants des différentes formations politiques de tous bords, de la majorité comme de l'opposition. Je voudrais tout d'abord signaler que la création de l'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté est l'expression d'une forte volonté politique. Et la création de cette agence est l'aboutissement de tout un processus qui a commencé par un certain nombre de mesures, un certain nombre d'actes et beaucoup de programmes qui incarnent la détermination du président de la République et de la majorité à évoluer considérablement sur la problématique des droits de l'homme en général et notamment sur l'éradication des séquelles de l'esclavage qui est un fléau qui a envenimé durant longtemps notre société. Donc nous considérons que la création de cette agence est d'autant plus opportune qu'elle vient consacrer tout un processus au cours du débat. Je me permettrai de donner un certain nombre de précisions par rapport aussi bien aux mesures qui ont été engagées et en particulier par rapport à la pertinence de la création de ce nouvel organe et l'espoir qu'il suscite, en tout cas chez nous au niveau de l'IPR, pour traiter de cette question si sensible qui est l'esclavage et la problématique de la pauvreté en général. Très bien. Et au sein du parti LWM, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, moi je pense que cette décision pour nous au niveau du parti LWM s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs que nous nous sommes fixés. L'un des objectifs
du parti est de faire en sorte, ou d'œuvrer pour éradiquer de façon définitive toutes les discriminations qui sont héritées du passé, et particulièrement celles qui sont relatives à l'esclavage. Ceci étant, nous nous réjouissons également de la création de cette agence pour une autre raison. Une autre raison qui découle du fait que nous avons participé avec certains partis de la majorité, avec des partis de la majorité et certains autres partis de l'opposition au dernier dialogue national. Et au cours de ce dialogue, l'un des points les plus importants qui a été mis en exergue, c'est la criminalisation de l'esclavage et qui est apparu de façon claire dans la Constitution pour dire que désormais, ce crime est considéré comme un crime contre l'humanité. La troisième chose, c'est que la troisième raison de notre réjouissance est que l'une des commissions qui ont été créées pour le suivi de la mise en œuvre des accords du dialogue, l'une des commissions a fait une recommandation. Je crois que c'est la 5e commission qui est composée de façon paritaire, a fait une recommandation pour demander la création d'une agence spéciale chargée de la lutte contre, les séquelles, bien sûr, de l'esclavage. Donc pour ces trois raisons, nous nous réjouissons de la création de l'agence et c'est avec un plaisir que nous avons accepté de participer à ce débat ce soir. Je vous remercie. Monsieur Radi Traoré, vous êtes secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste. Je le disais tantôt, la question est la même. Que pensez-vous de la création de cette nouvelle agence? Je vous remercie, M. Idali Fall. Je ne voudrais pas répéter mon cousin et voisin, Khairou. Je dois dire qu'en termes explicites, dans le programme de l'APP, nous pensons qu'il y a un phénomène dans ce pays qui est dépassé, qui fait une tâche dans notre histoire. C'est l'esclavage et ses séquelles naturellement. Ce que je regrette ce soir d'ailleurs, c'est que nous ne sommes pas les seuls politiques à nous prononcer sur cette question. Il y a une société civile mauritanienne qui est extrêmement dynamique et engagée sur cette question. Il aurait pu nous apporter sa contribution dans ce débat. Mais en tout cas, ce que je devrais dire, c'est que nous avons demandé la création de cette agence. Nous avons, dans les accords avec le président Siloul Chardala, agi pour qu'il y ait d'abord une loi criminalisant la pratique de l'esclavage dans ce pays, avec tout ce qui s'ensuit. Le grand problème maintenant, c'est quand on criminalise la pratique de l'esclavage, il faut appliquer les lois. Il faut une agence qui fait le suivi de l'ensemble des questions sociales, juridiques, économiques, techniques, éducatives et de formation professionnelle pour pouvoir, en fin de compte, réhabiliter les victimes. Parce que l'esclavage victimise les personnes. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Il y a des pays qui ont une longue histoire de cela. L'Amérique, des États-Unis d'Amérique, comme pays qui a connu l'esclavage et qui a eu à lutter contre l'esclavage et à réhabiliter les victimes. Donc c'est une grande affaire qui nous attend. Maintenant, moi je ne comprends pas, comme disent seulement les séquelles d'esclavage. Pour nous, il y a esclavage, et partout il y a esclavage, ou il y a eu esclavage, il y a naturellement des séquelles. Donc voilà, nous nous félicitons aussi pour l'ouverture de ces débats, et nous regrettons que nous soyons ici que des politiques. Mohamed. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, je voudrais d'abord commencer par un certain nombre de remarques préliminaires. À tout seigneur, tout honneur, je voudrais d'abord les administrer à la télévision nationale. Je pense que la télévision nationale, jusqu'à présent, elle a une crise de confiance qu'elle gère avec beaucoup d'acteurs politiques et une grande partie du peuple mauritanien. Je constate que depuis quelque temps, il y a quand même un léger frémissement parce qu'on sent qu'elle appelle les gens. Nous,
à notre niveau, nous, au RFD ou à la coordination de l'opposition démocratique, nous sommes toujours prêts à participer à tout débat instructif, mais qui se passe dans des conditions de transparence, d'égalité, et qui soit dirigé avec professionnalisme. Ce qui n'a pas toujours été le cas de la télévision jusqu'à présent. Mais de toute façon, nous nous réjouissons de ces légers frémissements. Nous souhaitons pour notre télévision nationale qu'elle soit un instrument au service du développement de la communauté nationale et non un instrument pour servir la propagande, parfois mensongère, d'un régime. Ça, si je voulais le faire pour commencer. Vous avez dit ce que vous avez dit, mais ce n'était pas le procès de la télévision de CG. Oui, non, c'est tout simplement une remarque préliminaire. Et on pose la question en attendant votre réponse. Voilà, la création de l'agence. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, concernant le problème de cette agence, je vais faire plusieurs observations. De manière très résumée, parce que vous aurez la parole par la suite. Non, je vais les faire rapidement, mais bon... On y va. C'est tout. On y va. Bon, la première observation, c'est que je pense que cette agence, la création de cette agence, a été faite dans l'improvisation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la problématique de l'esclavage et les survivances de l'esclavage, ça c'est un problème fondamental de société. Et les problèmes de société ne se règlent pas par un décret administratif ou autre, etc. Donc vraiment je suis surpris qu'on puisse régler un problème de société aussi complexe par un décret. Je pense qu'on aurait dû d'abord commencer par une large concertation. Malheureusement, le régime actuel ne semble pas être très enclin à faire le consensus. Ce n'est pas son fort. Bon, mais je pense que une question comme celle-là aurait dû bénéficier d'une large concertation de la classe politique. D'abord les partis politiques, les organisations de la société civile, les experts, les personnes qualifiées, les organisations socio-professionnelles. Tous ces regroupements auraient dû participer à un large débat au cours duquel on dégagerait les stratégies, les plans d'action, etc. Et donc autour duquel on trouverait un consensus. Stratégie et plan d'action qu'on chargerait l'agence d'exécuter. Ce qui n'a pas été le cas. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que cette agence, pour toujours démontrer le caractère d'improvisation de sa création, elle est créée actuellement, nous sommes ce soir le mois d'avril. Bon, le mois d'avril, ça c'est une année budgétaire qui est déjà largement entamée. Cette agence, il n'y a pas de ressources programmées pour cette agence. Donc ça c'est de l'improvisation. Où est-ce qu'on va trouver les ressources? Ça c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que je trouve que cette agence est tombée, comme diraient certains, comme la pluie dans un ciel serein. C'est-à-dire que, vous voyez que dans le discours politique, une agence est par excellence, par définition, un outil pour la mise en œuvre d'une politique ou de stratégie, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans le discours politique, ni le chef de l'État, ni le gouvernement, un gouvernement qui est là depuis 5 ans, bientôt 5 ans. Et j'ai souri quand j'ai entendu notre ami du Luper dire que sa création est l'expression d'une forte volonté politique. Un gouvernement qui est là depuis 5 ans. Et c'est un problème, vous dites qu'il est prioritaire. Il est là depuis 5 ans, il n'a rien fait encore dans ce domaine. Donc de toute façon, je veux dire que dans le discours politique, je ne vois nullement aucune politique claire, ni aucune stratégie claire dans la politique du gouvernement. Dans les discours même, tout récent, le chef de l'État, il a dit qu'il n'y a pas d'esclavage, il a dit que l'esclavage n'existe que dans l'esprit de certains marchands d'illusions, non, je reste un peu, que certains marchands d'illusions, je vais finir, de certains marchands d'illusions
qui profitent de ce problème, qui font des problèmes de l'esclavage et de ces séquelles un fonds de commerce. Voilà, et on diabolise tous les militants de cette cause. Ça, c'est la troisième. Et la dernière remarque, s'il vous plaît, M. Dali, permettez-moi, mais je serai plus court dans les prochaines fois. Rapidement. Bon, la dernière remarque, c'est que cette agence, on l'a créée sur les décombres de l'agence des réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, comme disent certains, dans la concurrence des mémoires, vous savez, l'agence des réfugiés, c'est une agence qui a été faite pour des gens qui ont été victimes de chauvinisme d'État. Et cette agence, on l'a créée pour les problèmes des gens qui sont victimes de l'esclavage et de l'inertie et de l'irresponsabilité de plusieurs pouvoirs. Donc on veut mettre on pourrait comprendre que cette agence, qui est née sur les décombres de l'ANER, a été créée pour mettre en rivalité ou créer des rivalités ou des concurrences entre des communautés, alors que le rôle de l'État, c'est de créer l'harmonie et la cohésion. Et la dernière remarque, c'est que la dernière remarque que je voudrais faire, on pourrait se demander, est-ce que cette agence qui vient maintenant, comme j'ai dit, comme la pluie dans un ciel serein, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement, elle vient par fruit d'opportunisme politique, quand on sait que aujourd'hui les slogans lutte contre la gabégie, je crois que plus personne n'y croit. Le problème de la pauvreté, etc., président des pauvres, ça aussi c'est un slogan qui ne peut pas résister au problème de la montée du chômage, la courbe du chômage qui est ascendante. Chaque année nous avons 50 000 demandeurs d'emploi. Ça ne peut pas résister à la hausse vertigineuse des prix, à la dégradation du pouvoir d'achat. Plus personne n'y croit. Vous allez avoir la parole. D'accord. Vous allez avoir la parole pour revenir là-dessus. Vous allez parler. C'est-à-dire que M. Mohamed a exposé certains problèmes. Ladji Traoré a soulevé la question des moyens, la question de l'opportunité de la création de l'agence, qu'elle est le fruit d'un dialogue politique, etc. Mohamed a soulevé certaines questions, dont l'improvisation de sa création, les moyens de sa place, etc. Je crois que vous êtes là pour pouvoir nous éclairer sur cela. Je pense qu'il faudrait recadrer le débat. On vous demande de parler de l'agence maintenant, de la création. Les questions qui ont été soulevées par Mohamed sont les questions suivantes. Improvisation de sa création. Les ressources dont elle dispose. Je crois qu'on va répondre à ces questions et on va continuer le débat. Ça n'empêchera pas que je puisse apporter une certaine précision. On y va. L'agence ne s'occupe pas spécialement et seulement de la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Donc il ne faut pas qu'on oriente le débat vers la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Il y a la lutte contre la pauvreté, il y a l'insertion des rapatriés dans la vie active, des réfugiés rapatriés dans la vie active. Il faudrait qu'on se situe le débat autour de l'ensemble des points, des objectifs. Donc je voudrais d'abord, je pense, par expérience, parce qu'au niveau de l'agence, comme il dit, l'agence ANER qui vient de disparaître, qui vient d'être dissoute, en lisant le programme qui est effectué, qui est présenté pour la nouvelle agence, c'est comme si on se retrouvait dans nos AGR, dans nos programmes agro-pastoraux, dans les programmes hydrauliques, qu'on se retrouve exactement dans ce qu'il faut pour résorber tous les problèmes qui se posent et qui créent aujourd'hui le grand mal du pays, le grand mal, comme le disent souvent les politiciens, c'est-à-dire l'émancipation économique et sociale de toute la population afin de résorber certaines disparités et certaines inégalités. Donc si on recadre les débats autour des objectifs déjà fixés pour l'agence, nous pourrons avoir un débat plus clair, sans pour autant qu'on s'éloigne. C'est peut-être un aspect technique de la chose, pas politique. Je respecte les avis politiques, mais je souhaiterais, pour apporter plus de lumière à ces populations, que l'on débatte exactement des objectifs. Donc je disais, les problèmes posés, vous l'avez dit, il s'agit apparemment de ce qu'on a appelé l'improvisation. On commence par l'improvisation. Il a soulevé la question de l'improvisation de sa création. Techniquement parlant, je pense que la chose a été programmée, préparée par la mise en place de l'Agence nationale d'appui et d'insertion des réfugiés, déjà depuis 5 ans sur le terrain et qui a fait un travail spectaculaire, reconnu par tout le monde. Donc c'est une continuité de l'action. Il y a une continuité. Et je pense que cette volonté exprimée a permis à cette agence, parce qu'il faudrait bien consulter les choses,
il y a effectivement une grande volonté réelle exprimée par les pouvoirs sur place afin que cette agence puisse atteindre ses objectifs. Non seulement le rapatriement, l'installation des populations rapatriées, je reconnais, victimes de bavures politiques des années 89, mais également leur mise dans des conditions qui leur permettent de survivre au sein d'une population où elles sont non seulement réinstallées, mais où la cohésion sociale est progressivement revenue. Vous pouvez prendre des exemples un peu partout en Mauritanie, dans les régions où nous avons des sites de rapatriés cohabitant avec des populations autochtones sur place. Vous allez à Fada ou au Traza, je vous y invite. Vous allez à Sénokuna au Brakna, je vous y invite. Vous allez à Gourel Goubi au Brakna, je vous y invite. Vous allez à Worungel, à Nassaba, je vous y invite. Il y a énormément de problèmes qui ont été surmontés grâce aux programmes qui ont été mis en place. Parce qu'au début, si l'agence a mis en place un programme qui s'intéressait tout simplement, dans l'urgence, de régler les problèmes qui se posent à ces populations, par la suite, l'agence s'est intéressée à la mise en valeur, à l'émancipation, au développement économique de toute la zone qui a été bénéficiaire du retour de ces rapatriés, par des politiques claires, déterminées. Il y a effectivement un rôle très important dans la volonté politique. Le rôle, la grande volonté politique exprimée, c'est réellement concrétisé par la mise en place à la disposition de cette agence de l'ensemble des moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs déjà tracés. Et aujourd'hui, on sait, par expérience, que la Mauritanie est parvenue à remplacer certaines organisations internationales là où d'autres pays ont échoué. Le rapatriement, il n'est pas donné à n'importe quel pays de réussir un rapatriement. Et c'est la Mauritanie, avec ses propres moyens, avec ses propres fils, qui est parvenue depuis 2009 à faire non seulement le rapatriement, l'installation et la fixation de ces populations revenues. Sans appui ni sur le plan financier, ni sur le plan matériel de beaucoup d'organisations. C'est également cette grande volonté qui a accompagné l'ensemble de l'action qui a pu aujourd'hui nous permettre d'aboutir à un résultat si satisfaisant à telle enseigne, je pense, que les décideurs du pays ont cru et pensent qu'on peut réussir là où certains pensent impossible. Je crois que M. Jawad va nous évoquer un peu l'aspect politique. Oui, je voudrais d'abord préciser ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant que la création de cette agence est l'expression d'une forte volonté politique. Et en fait, contrairement à ce que notre collègue du RFD dit tout à l'heure, elle ne résulte pas d'un hasard. Elle consacre l'aboutissement de tout un processus qui a commencé par l'évocation et le traitement du dossier du passif humanitaire, qui s'est prolongé par un certain nombre de mesures extrêmement importantes. Je voudrais signaler en particulier, premièrement, l'application des dispositions, l'application effective des dispositions de la loi 2007 criminalisant les pratiques esclavagistes. Des Mauritaniens sont entrés en prison dans le cadre de l'application de cette loi pour la première fois dans l'histoire de notre pays, et c'est important à signaler. Cela s'est traduit aussi par des mesures d'une grande envergure. Je voudrais parler en particulier des réformes en matière de gouvernance politique adoptées à l'issue du dialogue national qui ont permis de consacrer l'état de droit en Mauritanie. Et c'est un aspect important, et je signale qu'il fait partie des priorités du programme électoral du président de la République. Cet état de droit s'est matérialisé notamment par la réforme constitutionnelle qui a criminalisé les pratiques esclavagistes, qui les a même qualifiées de crimes contre l'humanité. Vous savez, c'est important. Et c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ces mesures se sont prolongées par la ratification de la Mauritanie de certaines conventions extrêmement importantes en matière de droits de l'homme. Je voudrais citer en particulier la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture, la ratification de la Convention internationale pour la protection des droits des personnes contre les disparitions forcées. Cela a été consacré aussi
par l'élection de la Mauritanie à la vice-présidence du Conseil des droits de l'homme, par l'ouverture pour la première fois dans l'histoire de notre pays d'un bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme à Nouakchott. Et cela a été consacré aussi par la visite pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays du Haut Commissaire aux droits de l'homme en Mauritanie. Cela vous prouve que la mesure ne relève pas, comme vous l'avez évoqué, ni du hasard, ni elle tombe sans aucune explication. S'agissant de l'agence, je souhaite que notre débat soit instructif pour les Mauritaniens. Il serait souhaitable de parler de l'agence à travers son opportunité, que l'on discute de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons comme mission pour l'agence. C'est en cela que notre débat sera utile et instructif pour les Mauritaniens. Pour nous, l'agence est d'autant plus opportune que précisément le dossier de l'esclavage en Mauritanie doit connaître une nouvelle étape dans le traitement de ce phénomène. Nous étions jusqu'à présent globalement sur les aspects théoriques, sur les aspects, j'allais dire, le plus souvent polémiques. Il est important, et je voudrais faire allusion à ce qu'a dit le doyen Ladi Traoré tout à l'heure, de rappeler que l'esclavage en tant que phénomène a concerné toutes les sociétés du monde. Et donc, que nous l'ayons vécu malheureusement en Mauritanie, c'est une réalité que personne ne doit contester. Et nous devons aujourd'hui être en mesure d'assumer notre histoire. Nous devons avoir une bonne perception de ce phénomène. Et nous devons considérer l'éradication de l'esclavage comme étant une obligation morale, un devoir politique et une exigence sociale. Si nous sommes à ce niveau, de compréhension, nous mesurerons ensemble la nécessité d'avoir un consensus sur la manière de bien traiter ce phénomène. Car nous devons contribuer en tant que génération. Nous devons être réalistes. Nous sommes conscients que malheureusement, notre action doit s'inscrire forcément dans la durée. Et pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit très utile, il faudrait qu'elle puisse intégrer nos contributions à tous. Et c'est pour cela, au moins, que nous souhaitons qu'il y ait au niveau des différentes formations politiques un minimum de consensus par rapport à la gestion de ce phénomène qui nous concerne en tant que société, nonobstant les régimes qui ont dirigé ce pays. Très bien, monsieur le secrétaire exécutif. L'idée est notée. Je crois avoir retenu essentiellement l'aspect de dépasser l'aspect théorique, polémique, assumer notre histoire et qu'il y ait un consensus au niveau de toutes les formations politiques pour dépasser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Bon, moi, en réalité, j'ai noté deux remarques de l'intervention de notre ami Mohamed. L'une est relative au problème de ressources. Quelles sont les ressources qui seront déterminées pour prendre en charge cette agence, parce que nous sommes déjà au 3e mois de l'année. Et l'autre, la seconde question, je pense, c'est une question, c'est d'ailleurs la première question que vous avez posée. Vous avez dit que cette agence a été créée dans la précipitation. Bon, c'est peut-être pas le terme que vous avez utilisé, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, non, je parle de mon ami Mohamed. Donc j'ai dit, je vais essayer d'intervenir sur ces deux questions. La première question, en réalité, moi, je ne suis pas compétent pour répondre sur la première question, parce que c'est une question qui est posée au pouvoir public. Hein. Quels sont les moyens qui doivent permettre à l'agence de fonctionner? Je pense que si l'État prend une telle décision, c'est que certainement
des lois de finances rectificatives peuvent être prises au cours de l'année pour dégager les fonds qu'il faut. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Moi, ma préoccupation, c'est surtout le fait d'entendre que cette affaire a été faite un peu dans la précipitation. Peut-être que la question ne m'est pas directement posée, mais je pense que c'est une question qui interpelle tout le monde. Elle nous interpelle dans la mesure où nous considérons que, pour ce qui nous concerne, que nous avons pris le temps qu'il faut, dans le cadre du dialogue qui a eu lieu, nous avons pris le temps qu'il faut pour discuter de façon objective, de façon responsable, de toutes les questions qui sont les résultats du dialogue et qui ont été commentés à plusieurs reprises et sur lesquels je ne veux pas revenir. Et sur lesquels d'ailleurs, M. le ministre Mohamed Mahmoud tout à l'heure a évoqué certaines. Mais je dirais simplement que l'opportunité de la création de cette agence, l'objectif qu'elle doit viser, son contenu, les missions qui doivent lui être fixées, nous en avons discuté, en tout cas nous, au niveau du dialogue. Et comme je l'ai dit au départ, nous avons même fait des rapports qui sont disponibles, sur lesquels nous avons demandé la création d'une agence nationale pour l'éradication des séquelles de l'esclavage. Mais, en aucun moment non plus, nous n'avons pas demandé la suppression de l'agence pour les réfugiés. Nous ne l'avons pas demandé. Mais aujourd'hui, je constate que cette nouvelle agence qui vient d'être créée, comme l'a dit tout à l'heure le conseiller, œuvre aussi bien pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage que pour l'insertion, que pour la lutte contre la pauvreté. Donc, quand j'ai eu cette lecture du document, quelque part, je me suis dit qu'il n'y avait pas de contradiction. En tout cas, nous, au niveau du dialogue, nous n'avons jamais demandé la suppression. Et qu'à côté de cette TNR qui existe, la création d'une agence spéciale pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Maintenant que l'agence a été créée et qu'elle renforce, elle englobe toutes ces missions à la fois, bon, c'est peut-être la raison pour laquelle les pouvoirs publics peut-être ont estimé que cette agence telle qu'elle est n'a pas sa raison d'être parce qu'elle risquerait de faire un double emploi avec cette agence qui en fait a une mission beaucoup plus large et beaucoup plus globale. En tout cas, nous, au niveau de l'UIAM, c'est la lecture que nous avons faite. Si tel n'est pas le cas, j'aimerais bien qu'on me dise un peu de... Moi, je voudrais revenir sur une question essentielle. Ça rejoint un peu ce que disait notre ami du RFD. Je pense qu'une agence de cette nature, si on veut qu'elle joue son rôle, qu'elle atteigne des objectifs sérieux, qui doivent être les siens, aurait dû faire l'objet d'un débat profond entre politiques, entre société civile, entre experts, etc., pour donner un programme pour l'agence, pour aller vers l'éradication de l'esclavage et de ses séquelles. Moi, je pense qu'on ne va pas continuer à polémiquer, mais je pense que réduire le phénomène aujourd'hui à ses séquelles, c'est oublier que quotidiennement, dans ce pays, il y a encore des gens, vous avez dit qu'on se félicite qu'on a arrêté des gens, qu'on les a mis en prison parce qu'ils étaient en train de pratiquer l'esclavage. L'esclavage existe. Il ne faut pas nous leurrer ni embellir les choses. Donc il faut reconnaître le phénomène tel qu'il est. C'est un phénomène abject, dépassé, mais il faut le dépasser en le voyant en face tel qu'il est. Et non pas en essayant de le réduire à de simples esclavages, à de simples séquelles ou à de simples broutilles. Je ne pense pas que ce soit ça la véritable démarche. Donc il faut attaquer l'esclavage tel qu'il est, le combattre, veiller à l'application sérieuse des lois, rappeler notre justice à son devoir, etc. Prendre des mesures maintenant économiques de réhabilitation, et pas seulement des mesures économiques, des mesures éducatives, mais qui visent essentiellement cette couche sociale. Parce que, en mauvais français, on dit qui trop embrasse, mal étreint. Si on prend tout dans un fourre-tout, je pense qu'on risque de passer à côté du phénomène de l'esclavage. Bien sûr, les autres formes d'injustice et de pauvreté, il faut les combattre. On va dans le développement, dans un développement harmonieux tel que nous le souhaitons. Mais l'esclavage est un phénomène spécifique.
il ne faut pas le mettre dans un fourre-tout, etc. Moi, c'est là ma crainte. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on pense de l'agence, cette agence nouvelle? Nous, c'était notre revendication, mais quelle doit être sa forme? Quel doit être son contenu? Quelle doit être sa mission spécifique? C'est toute la question. Donc, au niveau du dialogue national, il y a demandé la création d'une agence chargée de la lutte contre l'esclavage. C'était ça, donc? C'est ça. Donc, je vois réapparaître les séquelles, donc on revient encore dans la polémique. Il faut rester sur l'esclavage, c'est ça la réalité. Quand il y a esclavage, il y a séquelles forcément, mais il faut d'abord combattre l'esclavage tel qu'il se pratique sous nos yeux. Et on commence effectivement à appliquer la loi de 2007. On commence à interpeller devant la justice des gens coupables de pratiques esclavagistes quotidiennement, y compris à Nouakchott. Les gens, on ne veut pas parce qu'on estime que c'est honteux de les conduire en prison. Il y a bagarre dans la rue entre les gens qui veulent l'application de la loi et ceux qui sont encore contre l'application de cette loi. Donc il y a d'abord un devoir pédagogique en matière de droit. Ce que nous disons ce soir, je crois, concerne tous les Mauritaniens. L'esclavage est pratiqué à des degrés divers à travers toutes nos communautés. Même si elle est beaucoup plus importante dans une communauté, dans la communauté arabe. Mais les Soninké, les Poulars, etc., ont pratiqué l'esclavage et il y a encore de fortes séquelles d'esclavage qui font l'objet de conflits quotidiens sur la terre. Donc allons au fond des choses. Je pense qu'il faut, si on met tout dans ce fourre-tout, si on ne pratique pas une véritable... Parce que l'esclave, il a un grand avantage, c'est que c'est un travailleur. Il manque de moyens, il manque de ressources, mais lui, son utilité d'abord, c'est que c'est lui le travailleur. C'est lui le travailleur du maître, qui a supporté la Mauritanie sur son dos pendant des siècles. Lui donc, il faut le libérer et lui donner l'accès à la terre. L'accès des moyens de mettre la terre en valeur. Le former, l'éduquer. Et en dehors de l'agriculture et de l'élevage, peut-être lui ouvrir d'autres perspectives de formation professionnelle, etc. Donc je crois que c'est ça le grand problème. Je pense qu'effectivement, je n'ai rien contre la création de l'agence, mais on a mis beaucoup trop de choses dans l'agence et parfois même des choses contradictoires. Je reviendrai sur la dissolution de l'ANER parce que ça c'est un autre problème. Je ne voudrais pas qu'on mélange les choses. Mohamed, est-ce que le tour de table vous a permis d'avoir une idée plus précise? Oui, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que j'ai suivi les interventions de mon ami le conseiller de notre ami de l'UPR. Bon, moi je souhaite aussi que le débat soit un débat courtois et que ça soit un débat d'idées. Mais nous sommes là pour éclairer les Mauritaniens. Nous ne sommes pas là pour... nous sommes là pour éclairer les Mauritaniens. Bon, ceci étant, moi je pense que concernant cette agence, comme disait tout de suite le doyen, cette agence doit se concentrer essentiellement sur l'extrême pauvreté. Parce que dans la pauvreté actuellement, les chiffres officiels, le taux de pauvreté tourne autour de plus de 42%. Ça, c'est les chiffres officiels. Moi, je pense que la pauvreté, elle est beaucoup plus importante. Elle peut aller jusqu'à 50%. Mais dans cette pauvreté, il y a l'extrême pauvreté. Je crois que cette agence aurait dû se concentrer sur l'extrême pauvreté, sur les problèmes de l'esclavage, etc. Comme a dit le doyen Ladji, qui trop embrasse mal les trains. Les problèmes de l'insertion, etc., on aurait pu les confier à d'autres structures. Et laisser cette agence se concentrer sur le problème de l'esclavage, sur l'extrême pauvreté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai entendu notre ami de l'UPR dire qu'ils ont commencé à appliquer la loi de 2007, criminalisant l'esclavage. Bon, souvent, tous les gens qui ont été mis en prison, ce n'est pas par une volonté politique affichée, etc. Ça a été souvent le fruit de la lutte des militants des droits de l'homme, qui parfois ont été, eux, mis en prison parce qu'ils ont dénoncé. Ça, c'est le cas de IRA, de SOS Esclaves et d'autres associations qui travaillent dans ce domaine. Et bien sûr, beaucoup de gens, de forces vives qui luttent pour l'avènement d'une société juste. Et dans ce cadre, nous, au RFD, nous sommes pour l'avènement de la justice. Notre président Ahmed Ould-Daddah a été jeté en prison 6 fois. 6 fois en 95, en 98, en 2000 plusieurs fois. En 2004, il a été mis en prison plusieurs fois.
à Tichit, à Boumdeid, à Ouadnaga et ailleurs, tout cela dans le cadre de sa lutte pour l'enracinement de la démocratie en Mauritanie et pour l'avènement d'une société juste. Donc ce n'est pas à nous qu'on donne des leçons dans ce domaine-là. Bon, ça c'était une remarque que je voulais faire. Deuxièmement, le problème de cette agence, du fait que cette agence soit créée sur les décombres de l'ANER. Je le dis toujours que l'ANER, théoriquement, je pense qu'elle ne doit pas encore avoir fini sa mission, parce que les réfugiés ne sont pas tous rentrés au pays. Il y a des réfugiés au Mali. Ils ne sont pas rentrés, ce problème n'est pas réglé. Le passif humanitaire, il n'est pas réglé. En tout cas, s'il a été réglé, il est mal réglé. Il est mal réglé parce que les principaux concernés continuent à crier pour dire qu'on n'a pas suivi le processus normal. Le processus normal, c'est le processus qui est connu à travers le monde. C'est la démarche vérité, justice, réconciliation. Ça, ce processus, comme ce qui a été fait au Maroc et ailleurs, ce processus n'a pas été suivi, donc le problème du passif humanitaire n'est pas réglé. Un problème mal réglé n'est pas réglé. Donc je pense que cette agence, comme je l'ai dit, et je continue à le dire, elle n'aurait pas dû être créée sur les décombres de l'ANER, cette nouvelle agence. Bon, et concernant maintenant la volonté politique, je continue toujours à être... ça, c'est avant de venir au problème de l'agence, de son programme, de ses stratégies, de son plan d'action. Ça, j'y reviendrai dans la prochaine intervention. Mais je continue à être persuadé qu'il y a une chose que nous devons avoir à l'esprit. La première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que ce pays a été ravagé par les applaudisseurs, des gens qui crient chaque fois qu'il y a une mesure, etc. On dit que cette mesure relève de la prophétie, que c'est une idée prophétique, etc. Ça, le pays a été ravagé. Il faut stopper, il faut arrêter. Il faut que nous pensions à l'avenir de notre pays. C'est la création de cette agence. C'est un phénomène, bon, nous devons l'observer tout simplement avec beaucoup de sang-froid. Attendre de savoir, est-ce qu'elle va atteindre ses objectifs, est-ce qu'elle ne va pas atteindre ses objectifs. Comme je l'ai dit dans ces problèmes de société, c'est des problèmes complexes. Le problème nous sommes devant la loi de 2007. Beaucoup de gens ont crié au triomphalisme pensant que ça allait être une panacée, mais elle n'a rien réglé, elle n'est même pas appliquée. Le problème des lois, des textes, ce n'est pas ça ce qui règle les problèmes de société. Les problèmes de société sont beaucoup plus compliqués que ça. Donc, gardons les pieds sur terre. Attendons de voir cette agence, ce qu'elle va faire. Au bout d'un certain temps, nous allons l'évaluer, savoir ce qu'elle va faire, ce qu'elle n'a pas fait. Et cessons de crier, ça c'est une mesure grandiose, ça c'est du prophétisme, etc. Il faut stopper ça. Le pays a été ravagé par ce genre de démarche. Vous êtes en train de vous répéter, mais si je crois bien, l'idée essentielle, c'est que selon vous, il fallait créer deux agences. Laisser l'agence qui existait et créer une agence parallèle pour se charger. Pas forcément, M. Dali, pour moi-même, la création de l'agence. Ce n'est pas sûr que créer une agence, c'est non, j'ai dit que ce n'est pas forcément une agence qui est le meilleur outil pour régler des problèmes comme ça. Tout ça, ça aurait dû rentrer dans le cadre du dialogue, de la concertation, pour trouver quels sont les meilleurs instruments. Quels sont les meilleurs instruments pour faire face au problème de l'esclavage et de ses survivances. On aurait dû réfléchir à ça. Ce n'est pas forcément une agence le meilleur outil. D'accord. Mais voilà. Si je comprends bien, je crois que, M. Khairou, vous avez dit que la question a été débattue au sein du dialogue national pour la création d'une agence. L'idée de la création d'une agence pour lutter contre le phénomène de l'esclavage a déjà été débattu. Vous voulez que maintenant, si vous le permettez, Khairou peut bien... Non, bien sûr. Une idée pour répondre à Mohamed, on continue de faire le tour si vous voulez aussi. Pour ne pas rompre le... Vous voulez? Oui, allez-y. C'est à votre convenance. Nous sommes ici juste pour... Bon, on y va, monsieur le conseiller technique. J'attends que... On peut laisser M. Khairou, s'il veut. Non, allez-y. Moi, ce que j'ai à ajouter dans ce débat, c'est-à-dire par rapport au point, la nécessité de supprimer ou de dissoudre l'ANER, ne pas dissoudre l'ANER, moi, ce que je peux vous dire, techniquement parlant, c'est que l'ANER avait un programme en 2 points. Le rapatriement, la fixation et la réinsertion. Aujourd'hui, on a déjà commencé la réinsertion. S'il y a une volonté supérieure, une grande volonté qui souhaiterait mettre en place une agence où on retrouverait l'insertion, ce serait une sorte de double emploi. Je pense, c'est un avis personnel. Parce que le programme que nous avons mis en place, je vous disais tout à l'heure,
dans l'intervention en lisant le programme qui est affecté à l'agence pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Je me retrouve dans le programme que nous avons déjà exécuté sur le terrain et nous continuons à exécuter pour la réinsertion des populations rapatriées. Parce que s'il faut mettre en place un programme d'activité en 4 points, régler le problème de l'hydraulique, régler le problème des activités génératrices de revenus pour hausser le niveau du pouvoir d'achat et de vie des populations, s'il faut mettre en place les activités agropastorales évoquées par M. le doyen Ladji tout à l'heure quand il parlait des problèmes de terre, et résoudre le problème de renforcement de la cohésion sociale, c'est ça exactement que nous avons exécuté sur le terrain et que nous continuons à exécuter. Et ça, je pense que tout le monde sait ce qui a été fait sur le terrain. Et j'aurais souhaité que pour ceux qui ne savent pas, qu'ils se rendent, qu'ils voient de leur propre yeux, que c'est du concret qui s'exprime. Parce qu'on peut vous donner des statistiques sur ce qui a été programmé. Mais je pense que s'il y a une agence qui est là, qui s'occupe également de l'insertion, parce que l'insertion peut ne pas seulement concerner les rapatriés du Sénégal, il faudrait aussi avoir cette vision. Le programme de l'insertion peut englober les autres populations qui sont des populations qui étaient là, qui n'ont pas été victimes des événements 89 ou des événements des années 80. Donc c'est dans ce sens que je pense que ce serait bon, et il n'est pas pour moi, ce n'est pas du tout une faute lorsqu'on évite une sorte de double emploi. Voilà, ça c'est un avis technique. C'est Java. Oui. Je voudrais tout d'abord préciser à notre ami des RFD que c'est absolument notre droit légitime de se prévaloir d'un certain nombre d'acquis quand ils sont réels, objectifs et percutants. En l'espèce, la création de cette agence, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est l'expression d'une forte volonté politique et elle consacre tout un processus. Et je comprends que vous soyez allergique chaque fois que nous prévalons de notre programme, de nos réalisations, mais c'est notre droit. C'est notre seule arme dans le débat qui court actuellement. Elle était dans le programme du président. S'il vous plaît. Et c'était dans le programme du président. Absolument. Le programme du président fixé, s'il vous plaît. Ah bon? Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez l'occasion. Je ne vous ai pas interrompu. Excusez-moi. Le programme du président de la République avait fixé comme priorité d'instaurer un état de droit en Mauritanie. J'ai cité tout à l'heure l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui s'inscrivent dans cette logique. Et que cette agence est précisément l'aboutissement de ce processus. Donc nous sommes absolument dans nos droits si on se réjouit devant l'opinion de la création de cette agence, d'autant plus comme M. Ahmed l'a évoqué tout à l'heure, qu'en effet, c'était l'une des recommandations de l'un des ateliers du dialogue national. Et c'est bien la preuve que dans ce pays, nous sommes ouverts au dialogue. Et en évoquant tout à l'heure le fait qu'il était souhaité que cela soit le produit d'une concertation, je voudrais rappeler à notre ami du RFD que ce sont eux qui refusent ce dialogue. Ce sont eux qui n'ont pas voulu prendre part à ce dialogue qui était pourtant un dialogue national ouvert et sans aucune entrave et qui a surtout donné des résultats très importants. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à ce dialogue que ces résultats ne comptent point. Non, ce n'est pas une bonne démarche. On revient à l'agence. C'était juste une parenthèse. Voilà, s'agissant de l'agence, moi je pense que notre débat sera utile s'il porte précisément sur les missions de cette agence, sur ce que nous entendons de cette agence. Nous servirons mieux notre pays, nous servirons mieux tous ceux qui sont victimes des séquelles des pratiques esclavagistes, tous ceux qui ont un besoin d'insertion et surtout l'ensemble des pauvres qui ont besoin d'actions énergiques pour l'éradication de la pauvreté dans notre pays,
si nous pouvons aujourd'hui débattre des missions que nous entendons confier à cette agence. Dans mon entendement, si vous permettez, je vous rappelle juste certains de ces objectifs. D'accord. Réaliser la politique du gouvernement à travers des programmes économiques et sociaux de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage. Ça, c'est un. Le suivi et l'exécution de ces programmes sur le terrain à travers des actions portant sur l'accès à l'eau potable et autres services sociaux de base, la promotion de l'habitat social et les activités génératrices de revenus. Grosso modo, c'est ça. Oui, dans mon entendement, s'il vous plaît, dans mon entendement, les missions de cette agence sont d'ordre multidimensionnel. L'agence, au-delà des aspects que vous avez évoqués, doit être compétente dans le suivi de l'application de toute la réglementation en matière de lutte contre les pratiques esclavagistes. Je crois que c'est un aspect important qui doit être l'une des missions essentielles de l'agence. En plus, bien entendu, du rôle des différentes autres structures et des différentes autres administrations. L'agence doit avoir une action d'ordre pédagogique pour contribuer à une meilleure prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène, de ces séquelles dans notre pays, et surtout la prise de conscience chez l'ensemble des Mauritaniens pour y faire face. Nous avons besoin d'une action collective qui doit conduire à une profonde prise de conscience des méfaits de ce phénomène. Cela ne doit pas être l'apanage de je ne sais quel groupe, de je ne sais quel milieu, parce qu'il nous concerne tous. C'est important à souligner, nous sommes tous les Mauritaniens sont concernés par ce phénomène. Chacun a sa propre responsabilité, chacun doit contribuer pour l'éradication effective de ce phénomène. Aucun milieu, aucun groupe ne peut s'approprier cette thématique, et surtout s'il veut l'instrumentaliser politiquement comme on l'a vu à maintes occasions. C'est un phénomène de société qui nous concerne tous et qui demande notre action à tous. Je voudrais terminer par rapport aux missions que cette agence doit jouer. Bien entendu, elle doit, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous considérons qu'avec la création de cette agence, nous sommes passés vers l'étape de l'action effective de lutte contre les pratiques esclavagistes. C'est une action qui doit se traduire par des programmes de promotion socio-éducatifs, des programmes éducatifs qui doivent se traduire par des activités génératrices de revenus. C'est un programme qui doit cerner l'ensemble des contours de cette problématique et surtout se traduire par un plan d'action concret. J'aurais souhaité, si dans un an vous nous invitez autour de cette table, qu'on puisse faire le bilan de l'activité. C'est vers cela qu'on doit tirer. Nous devons rendre utile notre débat pour notre pays et pour notre société. D'accord. Je crois que le Conseil a une précision. Une petite précision. Les 3 points clés sur lesquels se base l'agence qui verra le jour sont les suivants. Premièrement, identifier, je précise, identifier et proposer en concertation avec les acteurs intervenants. En concertation avec les acteurs intervenants, c'est important, dans le domaine des programmes de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage et de suivre leur exécution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est assurer la conception, la coordination et la mise en œuvre et le suivi des programmes d'insertion des réfugiés rapatriés dans la vie active. Et le troisième point... Ça, c'est le volet insertion. Oui. Le troisième point, c'est promouvoir, dans le cadre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, tous les programmes en concertation avec l'ensemble des intervenants, tous les programmes qui peuvent permettre l'éradication de la pauvreté et le suivi et l'exécution de ces programmes.
D'accord. Ça, c'est que ce sont les trois points. Voilà. Lutte contre les séquelles d'esclavage, insertion et lutte contre la pauvreté. C'est mon tour. Bon, je voulais intervenir tout à l'heure, mais pour respecter un peu la méthodologie que vous avez instaurée, j'ai préféré que le tour de table puisse continuer. Sinon, on risque de faire des chevauchements et des... Bon, moi, je voudrais d'abord faire une précision. La précision que je voudrais faire concerne essentiellement cette notion d'esclavage et cette notion de séquelles de l'esclavage. Nous, en ce qui nous concerne, les choses sont très claires. Elles ne souffrent d'aucune difficulté de compréhension ou d'interprétation. Pourquoi? Parce que pour nous, l'esclavage, il existe parce qu'il y a une loi qui le criminalise. Il y a la Constitution de 2011 que nous avons, n'est-ce pas, envisagée dans le cadre du dialogue qui fait que c'est un crime contre l'humanité. Donc, si véritablement la loi fondamentale de l'État tient compte de cet aspect, ça veut dire quelque part que ce phénomène existe quelque peu. Quelle est son ampleur? Je ne saurais le dire. Mais je pense que certainement, l'ampleur qu'il a aujourd'hui n'est pas forcément l'ampleur qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est vrai, la Constitution criminalise l'esclavage. Bon, mais cela n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des cas par-ci, par-là. La loi criminalise le vol, criminalise beaucoup de délits, mais cela n'empêche pas que les gens continuent à voler. La loi criminalise les détournements de deniers publics, mais cela n'empêche pas les gens de continuer à détourner les deniers publics, malgré le fait qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait des inspections qui sont créées. Donc aussi, de ce côté, on ne peut pas ne pas dire que ce phénomène n'existe pas. Parce que au cours du dialogue, nous sommes arrivés à ce constat qu'il faut renforcer les instruments juridiques pour faire en sorte d'aider à éradiquer ces phénomènes-là. Donc ça, c'est une situation. Il y a une autre situation, celle des séquelles de l'esclavage. Nous avons dit que pour traduire l'ensemble de ces textes juridiques sur le plan pratique, qu'il faudrait créer un instrument. Cet instrument, justement, c'est l'agence. Une agence chargée spécialement de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion, comme on l'appelle maintenant, et de la lutte contre la pauvreté. C'est comme ça l'appellation de l'agence aujourd'hui. Donc ça, c'est un instrument d'exécution d'une politique donnée. Maintenant, cet instrument d'exécution, ce qu'on peut dire, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, quelles sont les missions? Vous les avez évoquées. Mais nous-mêmes, au niveau du dialogue, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que cette mission doit se charger de faire en sorte de s'intéresser dans les pôles où l'esclavage, où il y a les séquelles de l'esclavage, dans les adouabas et dans tous les endroits où ces phénomènes persistent encore, où ces séquelles persistent, pour faire des programmes nationaux, aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'alphabétisation, qu'au niveau de l'accès à l'hydraulique pour ces populations-là, des activités qui sont génératrices de revenus, etc. Donc c'est un ensemble de phénomènes. La création de cantines scolaires, nous l'avons dit précisément, créer des cantines scolaires pour ces adouabas-là, pour permettre aux enfants de pouvoir... Donc c'est un ensemble de choses que nous avons, en tout cas nous, définies au niveau du contenu des missions de cette agence-là. Bon, maintenant, monsieur le conseiller énumère de façon beaucoup plus précise le contenu de la mission de ce texte. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, le texte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ces grandes lignes, nous en avons parlé au niveau du dialogue et elles sont là. Et je peux vous montrer le document qui est ici de façon précise. Voilà. Monsieur, je vous remercie. Monsieur Dadi, je crois que vous-même, vous n'avez pas... On remercie M. Son, M. Barry, qui nous a résumé un peu, disons, les objectifs précis de l'agence à mettre en place. Nous avons l'habitude en Mauritanie de mettre un peu la musique un peu trop à l'avance.
quand on vient ouvrir un débat, j'ai passé toute la journée à courir pour avoir le texte du décret. Impossible de l'avoir. Par conséquent, on débat de quelque chose sur nos idées générales, qui existent, qui sont vraies, sur notre expérience, sur nos programmes, mais pour être plus concret, plus critique, il aurait fallu qu'on dispose ici de ce projet de décret, et non pas des grandes lignes telles que vous les parcourez. Moi, je pense qu'il y a d'abord un phénomène, et d'abord un préalable. Cette agence doit étudier l'ampleur du phénomène de l'esclavage en Mauritanie pour qu'on sorte de l'ambiguïté, de la contradiction. Un phénomène social, il faut l'étudier. Il y a des enquêtes, il faut le spécifier, il faut voir son ampleur pour pouvoir dresser les programmes. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on est en train de vouloir éradiquer. Donc l'ampleur du phénomène, jusqu'à présent, il y en a qui estiment que c'est des séquelles, il faut aller dans... L'esclavage n'est pas pratiqué que dans les Alouabas. Les Alouabas, c'est des points de regroupement des esclaves ou des anciens esclaves en tant que communauté. Mais elle est à travers tout le territoire mauritanien, à travers toutes les communautés et dans tout l'espace. Par conséquent, je crois que d'abord, c'est l'ampleur du phénomène qu'il faut étudier. Je pense que ce phénomène est très important et très sérieux. Maintenant, je pense que je ne voulais pas, moi, aborder le problème de l'ANER, etc., de sa dissolution, mais je vais y aller, parce qu'au fond, je pense que c'est un dossier extrêmement délicat que vous avez à gérer. Quand les réfugiés sont venus du Sénégal, je suis d'accord avec certains pour dire encore qu'il y a des réfugiés au Mali, dont le statut n'est pas défini, ils ne sont pas revenus. Mais quand les réfugiés reviennent, la première difficulté, c'est que le pouvoir de 89-90 a voulu utiliser les haratines et les esclaves contre les déportés en les mettant dans leur site, dans leur localité. Quand les gens viennent maintenant en Mauritanie, ils vont se retrouver avec des terres occupées par les haratines, ou des esclaves sans terre, etc. Quand vous avez à gérer à la fois les gens qui occupent les terres et les gens qui viennent réclamer ces terres-là, donc, au fond, l'ANER se met dans une situation extrêmement complexe et, pour ne pas dire explosive. Vous avez dit que les gens cohabitent, mais ils cohabitent comment? Il y en a qui viennent depuis 3 ans, 2 ans, qui voient leur maison, qui voient leurs champs, etc., qui sont encore sous des sites, et on cherche comment on va les réintégrer. Nous, notre position est claire. Quand les gens reviennent dans leur pays, il faut restituer leurs biens. Ce serait très facile de dire, il faut que les gens qui étaient là, il faut les chercher. Non, il faut aussi créer des programmes pour les insérer aussi, parce que eux aussi, c'est des Mauritaniens. Mais il faut d'abord faire la justice. Il faut d'abord que les gens récupèrent leurs terres, leurs maisons, etc. Et les gens qu'on avait amenés ici, pour des raisons ou pour d'autres, qui ne sont pas légitimes, qu'eux aussi, il ne s'agit pas de dire, vous prenez vos gages, vous partez. Non, c'est des Mauritaniens, victimes, il faut aussi les insérer. Quand on aura des tâches contradictoires de cette nature, à résoudre dans une même agence, moi j'ai peur que ce soit extrêmement compliqué. Jusqu'à présent, ça n'a pas été réglé. Ce n'est pas en mettant ça comme dans un fourre-tout, dans la même agence, qu'on va faire avancer le problème. C'est là où moi j'ai des craintes. J'ai des craintes réelles, je pense qu'il faut créer une agence spécifique qui va combattre l'esclavage. Bien sûr, il y a aussi les programmes de lutte contre la pauvreté, nous sommes tous d'accord. Tout le monde est touché par la pauvreté. Il n'y a pas que les esclaves ou les anciens esclaves qui sont touchés par la pauvreté. Une bonne partie du peuple mauritanien est touché par la pauvreté, c'est vrai. Il faut faire des programmes de lutte contre la pauvreté. Mais je dis encore une fois, qui trop embrasse, mal étreint. Il faut faire des projets bien précis, bien spécifiques, cohérents et non pas contradictoires. Donc la nouvelle agence là, d'ailleurs je crois, l'appellation c'est quoi? L'appellation nationale pour lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Quand vous voyez seulement le chapelet, vous-même vous savez que là, on a voulu accrocher beaucoup trop de choses. Oui, c'est vrai. Moi, je suis donc d'accord pour la création de l'agence. Je suis pour qu'on continue les programmes de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Et qu'on rapatrie définitivement l'ensemble des Mauritaniens qui sont encore étrangers. Il ne faut pas toujours faire les choses à moitié. Ce phénomène de séquelles, c'est un vieux débat. Bientôt 40 ans, séquelles ou esclavage. Vraiment, je vous assure que ça a traversé tous les mouvements.
jusqu'à l'avènement d'El-Hor, séquelle ou séquelle ou esclavage. Donc le débat continue. Il y a bel et bien l'esclavage en Mauritanie. Quand il y a eu l'esclavage quelque part, il y a aussi ces séquelles. Et il faut concentrer les efforts de cette nouvelle agence sur les problèmes de l'esclavage. Poursuivre, je ne sais pas dans quel cadre, parce que je crois que ça me paraît très contradictoire. Parce qu'on n'a pas beaucoup avancé dans la réinsertion. Pourquoi? Les terres sont occupées par les gros propriétaires, qui ne les mettent d'ailleurs pas en valeur. À un moment donné, on avait dit d'ailleurs, les gens qui ont des terres qui ne les mettent pas en valeur, il faut les reprendre pour les donner aux paysans. Ce n'est pas fait. Il y a des gens qui viennent, qui trouvent que leurs terres sont occupées, leurs maisons sont occupées, leurs champs sont occupés, qui ne sont pas mis en valeur, mais ils n'ont pas le droit de les mettre en valeur. Donc il y a là de gros problèmes politiques, des grands problèmes de choix. Il faudrait donc que l'ANER attache les reins, qu'on crée une double agence. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très sceptique quant au succès de cette agence qui est devenue un fourre-tout. Très sincèrement. C'est clair. Et même des choses contradictoires. Mohamed. Merci. Bon, moi, ce que je voudrais dire concernant le problème du vieux débat, séquelles de l'esclavage, esclavage, etc., moi, je crois qu'effectivement, c'est un débat qui est très ancien. Il y a certains qui pensent qu'il y a l'esclavage. Et c'est une vérité, il y a l'esclavage en Mauritanie. Vous savez, dans certains pays, par exemple, je me souviens, comme le Brésil, les gens essayaient justement de faire cette politique de l'autruche, en essayant de camoufler les choses. Finalement, ils ont compris que ce genre de camoufler les choses, essayer de ne pas en parler, etc., ça ne règle pas les problèmes. Il faut crever les abcès. C'est ce qui peut régler les problèmes. Il faut prendre le taureau par les cornes pour régler un problème comme ça. Donc il y a l'esclavage en Mauritanie. Bon, dans les temps, il y avait des gens qui disaient qu'il n'y avait que les séquelles de l'esclavage. Ça, c'était des gens qui étaient des turiféraires du régime, qui étaient avec les régimes et qui voulaient tout simplement jouer dans le cadre de ce négationnisme, dire qu'il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas ceci, pour plaire au pouvoir. Ça, il y avait des gens comme ça. Et malheureusement, je constate aujourd'hui, avec la création de cette agence, que notre régime, comme disaient les anciens, plutôt que de lutter contre l'esclavage, il est séquelliste. Il est séquelliste. Ouais. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Comme disaient les gens des droits de l'homme, les sociétés des droits de l'homme, quand quelqu'un parle comme ça, ils disent qu'il est séquelliste. Donc le régime actuel est séquelliste en procédant de cette façon-là. Parce que ce à quoi on doit s'attaquer d'abord, c'est l'esclavage. Le reste va venir tout seul. On va pouvoir le régler. Bon, ça c'était une première remarque que je voulais faire. Deuxièmement, moi je pense que je ne vais pas me laisser distraire par le problème du dialogue. Les amis ont parlé du problème du dialogue. Eux, ils estiment que c'est un dialogue historique qui a obtenu... Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je respecte le leur, je respecte leur point de vue, mais moi, ce n'est pas mon point de vue. Moi, je crois que ce dialogue n'a pas réglé les problèmes de fond. Pour moi et pour nous, au RFD, et au niveau de la coordination de l'opposition démocratique, les problèmes de fond en Mauritanie, le problème fondamental en Mauritanie, c'est le problème des régimes militaires qui se sont succédés sur ce pays de 1978 jusqu'à nos jours. Il n'y a pas eu une alternance démocratique, il n'y a pas eu une élection transparente, il n'y a que le laisser aller. Non, c'est tout simplement, c'est le rapport avec le dialogue, parce que les amis ont parlé du dialogue, ils ont dit que le dialogue était une bonne chose, que nous avons refusé de participer à ce dialogue. Bon, nous avons refusé, nous continuons à refuser à participer à des dialogues comme ça. Mais de toute façon, nous respectons ceux qui ont dialoguer. Nous les respectons, nous respectons leur point de vue, mais il ne faut pas quand même qu'ils nous imposent le leur, nous ne l'acceptons pas. Ça, c'était cette remarque. Bon, concernant l'agence, je vais revenir sur le problème de l'agence. Concernant le problème de l'agence, je crois que l'agence doit d'abord commencer par un état des lieux. Elle doit faire un état des lieux complet pour savoir avoir une carte détaillée sur la présence de ces personnes concernées, où est-ce qu'ils sont, etc. Moi, je pense, contrairement à ce qu'on parle toujours, il y a un triangle de pauvreté, etc. Il y a des triangles de pauvreté, il y a des trapèzes de pauvreté, il y a des losanges de pauvreté. La pauvreté est partout, partout dans ce pays, elle est partout. Donc, je crois qu'il faut d'abord
faire cet état des lieux, faire un diagnostic complet, commencer par à faire une étude quantitative et qualitative, comme a dit le doyen Ladji tout de suite, pour savoir quelle est l'ampleur de ce phénomène. Les gens en parlent, ils disent il y a l'esclavage, il n'y en a pas, il y a quel cas, etc. Mais il faut faire une enquête quantitative et qualitative, faite sous l'égide du gouvernement, avec la participation des partis politiques, de la société civile, des experts, une enquête indépendante qui va nous édifier sur l'ampleur de ce phénomène. Tant que nous ne sommes pas édifiés par l'ampleur de ce phénomène, nous ne pouvons pas croire à des assertions qui viennent par-ci ou par-là. Ça, c'est donc une mission que l'agence doit faire. Deuxièmement, l'agence doit définir, dans le cadre d'un grand débat, qu'elle doit quand même organiser cette fois-ci, elle doit au moins organiser ce débat national, consensuel, avec la participation de tout le monde. Ça lui permettrait de dégager des stratégies, des plans d'action, et ces plans d'action, elle va les traduire en plans, conformément aux priorités qui vont être dégagées dans le cadre de ce débat, et ces priorités vont être éclatées en action dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, cette agence aura beaucoup de choses à faire. On doit s'interroger, qu'est-ce qu'elle va faire dans le domaine de l'éducation? Vous savez que aujourd'hui, nous assistons à la faillite de notre système éducatif. C'est un système en totale déconfiture. Et je vais à revenir, et on a organisé tout dernièrement les États généraux de l'éducation qui ont constitué une véritable farce. Par rapport à ce phénomène. Oui, il ne faut pas que ça vous perturbe. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est votre point de vue, ça vous engage, ça ne me dérange pas. Mais je voudrais le cas. Attendez. Donc je reviens à l'éducation. Je vais vous dire ce que je vais préciser une chose. Si je vous ai invité, c'est pour vous donner la parole. Mais je voudrais qu'on ait le cadre de débat. Ce que vous dites ne me dérange ni de moi. C'est votre point de vue, ça vous engage. Ça ne m'engage pas. Je suis un service public, j'assiste des services publics. Mais je voudrais qu'on ait le cadre de débat pour revenir sur l'agence. Pour parler des priorités de l'agence, il faut nous les citer. Je vais les citer. Dans le cadre de l'éducation. On y va. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit, notre école est en déconfiture. L'école publique est devenue un ghetto pour les fils de pauvres. Les autres, ceux du gouvernement et autres, ils mettent leurs enfants dans d'autres écoles de privilégiés. Mais les autres sont dans des ghettos dans l'école publique. Il y a personne. Bon, l'agence, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher à créer des zones d'éducation prioritaires. Comment elle va, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, comment elle peut organiser des zones d'éducation prioritaires, comment elle peut aider les enfants des pauvres, comment elle peut aider les pauvres avec des activités génératrices de revenus pour que ces pauvres puissent scolariser leurs enfants, comment elle peut faire face, par exemple, aux enfants qui abandonnent l'école pour aller dans les champs. Alors que l'école est ouverte, ils quittent l'école, ils vont dans les champs parce qu'ils doivent aider leurs parents qui sont très pauvres, qui ont besoin de leurs bras. Et comment cette agence peut accompagner ce problème, comment elle peut contribuer à appliquer la loi qui instaure l'obligation de l'enseignement de 6 à 14 ans. Il y a une loi qui impose l'obligation de la scolarité de 6 à 14 ans. Elle n'est pas appliquée, personne n'en parle. Et ça, c'est fondamental, cette agence, tout de suite de l'application de cette loi. Deuxièmement, dans le domaine de... Ça, c'est l'éducation. Dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup également de choses à faire. Vous savez que l'ensemble des pauvres n'ont pas de couverture sanitaire, ils n'ont pas d'assurance maladie, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'il faut aider ces gens d'une extrême pauvreté dans le domaine de la santé? Dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, elle doit également pouvoir créer des programmes de développement communautaire qui encourageraient, à titre d'exemple, l'alphabétisation fonctionnelle, y compris en langue nationale. Elle pourrait exactement créer des petits projets pour hausser le niveau des gens. Elle peut créer des microcrédits pour pouvoir aider les gens dans les communautés. On va parler au conseil technique pour qu'il revienne sur ce que vous avez dit. Ok, d'accord, si vous voulez. Là, il faut équilibrer un peu. Ouais. On essaie d'équilibrer, mais apparemment c'est un peu gêné pour certains jeunes. On y va. J'aimerais apporter une petite réponse des précisions par rapport à ce que Mohamed Ben a soulevé tout de suite. Je reviens là-dessus parce que lui, il touche exactement les problèmes, c'est-à-dire ce qui doit être solution aux problèmes posés dans la lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage. Parce que lorsqu'on conçoit
que ce qu'on appelle séquelles, il faut préciser quelles sont les séquelles. Et lui, il touche exactement les séquelles. Il parle de l'école, de l'alphabétisation. Mais il faut recadrer les choses comme vous l'avez bien dit. C'est l'alphabétisation des zones où il y a un analphabétisme très poussé. Les Adouaba, pas seulement les Adouaba, les villages, les hameaux et autres. Il y a un autre problème qu'il faut également étudier, c'est le manque d'infrastructures de base. Ça ne concerne pas seulement les Adouaba, ça concerne également certains hameaux, ça concerne certains villages. Il y a le problème de la prévalence de la famille, de la malnutrition. Ça ne se limite pas seulement aux Adouaba, ça se répand un peu dans les villages et autres. Il y a également le problème de l'économie de subsistance, la faiblesse de la production agricole qui est en fait une production vivrière, qui se limite juste à la subsistance, à répondre aux besoins nourriciers des populations. Donc il n'y a pas. Donc ça c'est un blocage. Et ce blocage n'émane pas de la volonté de l'État. Mais il y a des séquelles qu'il faudrait soigner pour que ce blocage-là puisse disparaître. Parce que les séquelles constituent en fait un frein au développement, aussi bien économique, politique que social. Certaines régions, lorsque vous analysez la constitution de la Mauritanie, certaines régions sont plus touchées par la pauvreté et séquelles de l'esclavage que d'autres. Il y a des disparités, il y a des différences. Mais pour résoudre tous ces problèmes, il faudrait faire un programme qui réponde à ceci. Moi, je suis un peu, vous m'excuserez, je respecte les avis des politiciens, je respecte beaucoup. Mais je suis un peu poussé vers l'aspect technique. Cherchons ce qui résout les problèmes et n'essayons pas de mettre le programme dans un autre sens qui n'est pas le programme national. C'est un problème national. Donc ça, c'est un premier cas. Et j'ai dit que si on s'intéresse à ces séquelles, qu'on apporte des solutions à ces séquelles, on résout un problème national. Ce n'est pas un problème de communauté, un problème de truc. Ça, c'est important. J'ai dit également tout de suite, et ça me permet d'aller directement répondre à M. Lai. La préoccupation des problèmes qui se passent avec le retour des rapatriés nous a réellement occupés. Et nous avons œuvré suivant des instructions et avec, là je remercie les autorités et l'administration territoriale qui nous a donné un appui important et nous a permis d'atteindre certains objectifs. Nous avons pu mettre en place des programmes qui permettent, sans pour autant récupérer certaines terres, il n'y a pas de perdants. On a œuvré dans une politique, pas de perdants, pas de perdants, pas de vainqueurs ni de vaincus. Donc, le juste milieu, on a pu aménager énormément de terres. Et ces terres qui ont été aménagées ont profité non seulement aux rapatriés, mais également aux populations d'accueil qui étaient sur place. J'ai des statistiques pour le programme d'aménagement agropastoral. Vous avez 443,6 hectares d'aménagement hydro-agricole réalisés et mis en valeur. Vous avez 556 hectares en cours d'aménagement au Brakna et au Trarza. Vous avez 36,4 hectares de périmètre maraîcher qui ont commencé déjà actuellement, au moment où nous sommes en train de parler. Vous allez au Trarza à Fada et dans d'autres sites, vous avez des productions de 50 tonnes à l'hectare pour le maraîchage. Et le problème qui se pose aujourd'hui à ces populations rapatriées et populations d'accueil qui ont profité de ces aménagements, c'est comment écouler ces produits. Donc là se pose un autre problème. Et là également, le programme que nous sommes en train de poursuivre au moment opportun permettra de résoudre ce problème. Nous avons des réserves pastorales dans toute la Mauritanie qui non seulement couvrent des zones, couvrent les sites de rapatriement, mais également des villages de rapatriés. Nous avons plus de 1645 hectares de champs djéri clôturés, sécurisés pour permettre à ces populations de profiter des cultures surplus. Ce qu'on a fait sur place, toutes ces sortes de réalisations ont permis d'éradiquer totalement le problème de la pauvreté. Les formations qui ont été mises en place, par exemple, dans les zones, nous avons par exemple, en 2012, nous avons enregistré la première production par tonne pour le riz dans le site de Rabani au Trarza. Et ce site a été primé par le ministre du Développement rural et la FAO en 2012. Donc c'est des activités qui ont été mises en place, qui ont donné des fruits et qui sont actuellement poursuivies. C'est pour vous dire une chose, il ne faudrait pas qu'on se mette à l'esprit que l'actuelle agence met fin au programme déjà élaboré et mis en place et qui se poursuivent et qui donnent des résultats. La NER, effectivement, a été
dissoute. Mais les activités se poursuivent et permettront de résoudre les problèmes. Et je disais tout à l'heure, qu'en voyant les problèmes qui se posent pour la lutte contre la pauvreté, parce qu'il y a un chevauchement. Quand vous parlez de pauvreté, ceux qui sont victimes ou qui en fait sont dans les histoires de séquelles de l'esclavage sont dans la pauvreté. Et parfois ceux qui les côtoient ou habitent plus loin sont également dans la pauvreté. Donc la pauvreté couvre tout en ayant exactement le problème de ces séquelles. Mais quand on supprime, quand on combat la pauvreté, et qu'on éradique tout ce qu'il y avait qui constituait en fait un frein au développement de la localité, de la Douaba, du village, du hameau, on permet de rehausser le niveau de vie, mais on permet en même temps à cette population de se hisser à un certain rang qui lui permette de s'émanciper. On ne peut pas s'émanciper en dehors de la mise en valeur qui permette à ces populations de se prendre en charge. Et c'est ça la politique. Je remercie M. le conseiller pour les éclaircissements. Merci. Je voudrais tout d'abord rappeler à nos amis de l'opposition que l'idée de faire une comparaison entre la nouvelle agence et l'ANER n'est pas forcément très utile. Il ne s'agit pas ici, comment dirais-je, d'opposer une structure à une autre, et surtout comment dirais-je, de s'inscrire dans une logique de comparaison entre les malheurs de nos citoyens. Donc, je ne pense pas que ça ce soit le bon débat. En fait, par rapport à la question des réfugiés, il est quand même important de saluer le courage du président de la République qui a détabotisé ce phénomène, qu'il a pris avec beaucoup de courage. Et j'ai eu personnellement l'honneur et le privilège de représenter la délégation, de présider la délégation de notre parti à la journée que la Mauritanie a organisée en mars 2012 à Rosso, en présence du haut commissaire des réfugiés, pour la clôture de ce dossier des rapatriés. Je crois que c'est important. Ce dossier n'est pas suivi seulement que par les Mauritaniens, il est suivi aussi par les organismes des Nations Unies spécialisés, et leurs témoignages doivent, pour nous, être pris en considération. Et en l'espèce, on se rappelle tous des propos tenus ce jour par le haut-commissaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a encore des problèmes à résoudre concernant l'insertion des populations rapatriées que cela ne doit pas donner lieu à la création d'une autre structure quand elle est considérée comme utile. Et notamment, nous ne devons pas nous inscrire dans une logique, comment dirais-je, qui conduit à la création d'organismes spécialisés, je ne sais à quelle région, à quel milieu, non. Nous sommes en face de phénomènes qui touchent tous les Mauritaniens, et les structures qui doivent être mises sur pied, elles sont appelées à combattre ce phénomène, quelle qu'en soit par ailleurs la portée et quels qu'en soient par ailleurs les bénéficiaires. C'est ça la bonne démarche. Ensuite, je pense que pour parler de l'agence, encore une fois, notre débat sera très utile s'il porte davantage sur les missions spécifiques à cette agence. Et pour ma part, j'en vois au moins 4 sur lesquels cette agence doit comment dirais-je, se focaliser. Je pense qu'elle doit mener une action d'envergure en matière d'émancipation sociale, à travers en particulier des programmes éducatifs très adaptés dans les milieux cibles. Ça, c'est une orientation stratégique de l'action de cette agence. Et il y a beaucoup à faire à ce niveau. Elle doit instituer une politique de discrimination positive dans ce milieu. Bien entendu, ça doit être bien étudié, bien raffiné et surtout tirer les leçons des politiques antérieures. Nous en avons vu beaucoup. On a considéré pendant longtemps que quand on prend, je ne sais, quand on attribue je ne sais quelle promotion à quelqu'un qui est originaire de ce milieu,
qu'on lui procure tous les avantages, qu'on a réglé cette problématique. Non. D'abord, l'intéressé étant citoyen, il a tous ses droits, il doit jouir de tous ses droits. Mais l'action publique, elle doit porter sur des programmes cohérents qui concernent des communautés et cela doit profiter à ces communautés. Ensuite, il faudrait qu'on œuvre à travers cette agence dans l'ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres, notamment au sein de ces milieux. Ça, c'est une orientation stratégique et l'agence, il y a beaucoup à faire. Notamment l'atteinte des objectifs du millénaire dans ces milieux, que ce soit en matière éducative, dans le domaine de la santé et bien entendu la lutte contre l'extrême pauvreté. Ce sont des programmes qui doivent être concis à l'aune de ces objectifs et dont l'agence doit être chargée. Nous pouvons et nous devons, en tant qu'acteurs politiques, faire en sorte que cette agence puisse définir une politique et un programme qui lui garantissent la réussite de la mission qui lui est confiée. C'est une mission éminemment sensible et nous ne voulons pas qu'elle soit une structure de plus. Nous voulons qu'elle soit une valeur ajoutée par rapport à notre ordre institutionnel et qu'elle puisse véritablement apporter une contribution positive dans le cadre de l'éradication des séquelles de pauvreté. Oui, monsieur doyen, excusez-moi, je termine là-dessus, l'éradication des séquelles de pauvreté, parce qu'on oublie une chose. Vous savez, ces séquelles ne sont pas seulement d'ordre physique ou matériel, ils sont d'ordre psychologique, et c'est plus grave. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'une des missions de cette agence doit se traduire à travers une action pédagogique au sein de ces milieux, parce que nous avons beaucoup de victimes qui ne sont même pas conscients de leur état. Et ça, c'est très grave. C'est notre responsabilité en tant que parti politique, excusez-moi, c'est notre responsabilité en tant que politique de faire en sorte que précisément cette prise de conscience s'approfondisse et s'enracine davantage, notamment dans ces milieux. Très bien, c'est le travail politique. Bon, moi, par rapport à tout ce qui a été dit, je voudrais rappeler et insister sur le fait que le dialogue dont nous avons parlé ici, en tout cas nous croyons profondément dans les vertus du dialogue. Et c'est pour cette raison que nous avons accepté d'aller dans le dialogue. Et c'est pour cette raison que nous avons réalisé un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de réalisations importantes dans le cadre de ce dialogue. Donc nous sommes convaincus de ces vertus. Revenons à l'agence. Là, j'ai fait d'abord cette mise au point, parce que moi, je m'accroche au dialogue pour plusieurs raisons. Mais je ne les citerai pas ici, parce que c'est une question sur laquelle nous avons longtemps débattu. Depuis un an et quelques, nous avons tout dit. Nous aurons l'occasion de réaliser une émission spéciale dialogue. Elle a été déjà réalisée et j'étais là dans vos studios et j'ai parlé du dialogue. Et comme à l'occasion, elle a été soulevée ici, je dirais simplement que nous continuons à croire dans les vertus du dialogue et nous ne cesserons de les faire. Ça, c'est d'une part. En ce qui concerne l'agence, je voudrais dire simplement que beaucoup de points de vue ont été exprimés, ça et là. Et il y a des choses très intéressantes et très importantes qui ont été dites au sujet de cette agence, notamment en ce qui concerne ses missions, ses plans, ses objectifs et consorts. Mais aussi, il y a un point sur lequel moi je voudrais insister, ou au moins deux points. Le premier, c'est dire que dans le cadre des missions de cette agence, il faudrait aussi prévoir un autre instrument qui consisterait à envisager une réforme agraire. Une réforme agraire qui va dans le sens de permettre à justement dans le cadre de l'éradication des séquelles de l'esclavage et en même temps même de la lutte contre l'esclavage et la pauvreté, il faudrait que cette réforme puisse permettre aux gens qui sont dans cette situation de pouvoir acquérir, n'est-ce pas, des terres qui deviennent leur propriété, qu'ils peuvent exploiter et qui sont à eux.
Je crois que cette réforme est extrêmement importante et elle doit figurer dans l'émission de l'agence. La deuxième chose, toujours concernant cette agence, tout en partageant toutes les explications qui ont été données en ce qui concerne sa mission, je voudrais dire aussi qu'il faudrait insister sur les choix des personnes qui vont être chargées de diriger cette agence-là. On a beau parler de mission, on a beau parler d'objectifs, de tout ça, mais si on ne met pas une équipe qui soit vraiment une équipe constituée des gens compétents d'abord, des gens qui sont véritablement imbus d'un esprit de patriotisme, parce que pour moi, tout Mauritanien, quel qu'il soit, qui est imbu du patriotisme et qui a les compétences nécessaires, peut certainement diriger cette agence-là. Mais il faut faire en sorte que cette agence soit le plus possible éloignée des considérations d'ordre politique. Essayer au maximum de l'éloigner des considérations d'ordre politique et faire en sorte que cette agence, qui est une agence de développement à caractère social, puisse jouer le rôle qui est le sien. Je crois que si véritablement ces points sont cadrés, ce sera un plus. Donc, comme vous voyez, moi, je ne vais pas être très long comme mes amis ici. L'essentiel, c'est l'idée. Et Rabat, j'ai dit l'essentiel. C'est l'idée. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la création de l'agence, je vais terminer avant de donner la parole à mon doyen. C'est que moi, je pense ici qu'autour de cette table, personne ne peut dire qu'il est contre la création de l'agence. Moi, je crois que nous devons être d'accord là-dessus. Personne ne peut dire qu'il est contre. Maintenant, peut-être nous pouvons soulever des inquiétudes. Des inquiétudes peuvent être soulevées ça et là sur, n'est-ce pas, l'émission, sur la viabilité de cette agence et consorts. Mais dans son principe, je pense qu'aucun Mauritanien ne peut se lever aujourd'hui et dire moi je suis contre la création de cette agence. Très bien. La parole à la Bon, je crois qu'il y a quand même quelques points d'accord. Je vais constater une chose. La lutte contre l'esclavage dans ce pays a fait faire une petite avancée dans le domaine, par exemple, de la réforme foncière. Est-ce que vous savez que la loi de réforme foncière a été élaborée dans l'esprit qu'au sein des tribus, au sein des communautés, que les esclaves aussi puissent accéder à la terre. Malheureusement, cette loi a été détournée en faveur des nantis. On a laissé les esclaves et les laisser pour compte. Donc, par conséquent, je suis d'accord avec une application sérieuse de la réforme foncière partout. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas que dans les Alouaba, un peu partout à travers la Mauritanie. Vous avez des communautés haratines, vous avez des communautés d'esclaves qui sont là, qui ont des terres qui ne leur appartiennent pas. Quand la terre ne leur appartient pas, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas droit au grillage, ils n'ont pas droit au barrage, ils n'ont pas droit aux équipements, etc. Par conséquent, l'agence aura un rôle de développement fondamental. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Et ça ne touchera pas seulement que les esclaves, ça touchera aussi ceux qui sont autour d'eux. Mais ce que je crains, moi, c'est qu'on ne noie le poisson. C'est-à-dire qu'à force d'embrasser tout le phénomène de la pauvreté, tout le phénomène de développement dans ce pays, que l'agence veuille tout régler en même temps. Voilà, c'est ma crainte. Par conséquent, ce serait un détournement, une déviation de l'agence, de sa mission et de sa vocation. C'est la seule crainte que j'ai, sans compter qu'effectivement, au sein de cette agence, il y aura des problèmes à régler. Par exemple, je sais que dans beaucoup de régions que je connais, les terres qui sont appropriées soit par les rapatriés, soit par les haratines, appartiennent à des gens qui sont déportés, qui sont revenus, qui n'ont pas pu les récupérer. Par conséquent, comment gérer cela dans la même institution? Moi, ma crainte est là, en réalité. Bien sûr, l'État existe, vous avez félicité l'administration. Malheureusement, les victimes qui sont revenues en général se plaignent d'ailleurs que l'administration ne fait pas beaucoup d'efforts, malgré les circulaires du ministère de l'Intérieur qui datent de 3 ans. Mais les choses n'avancent pas beaucoup parce qu'il y a des gens encore, vous les voyez d'ailleurs quand vous allez sur la route du côté du Brakna, sous les tentes, etc. Alors que c'est les gens qui étaient partis du village.
Par conséquent, je pense que vous avez là, dans la même institution, beaucoup de choses à faire une fois, et moi je reste un peu dubitatif quant à la cohérence de ce projet et de pouvoir résoudre tous ces problèmes en même temps. Je suis d'accord avec ce qu'a dit mon frère en disant qu'effectivement il y a un aspect éducatif. Si l'esclave avait pris conscience de son état, s'il était conscient de son état, il y a longtemps qu'il serait libéré. Il faut aussi un aspect de sensibilisation et d'éducation pour convaincre les gens de s'assumer. Mais s'assumer pour eux, c'est une aventure quand on quitte son maître, quand on quitte ses champs, quand on quitte ses terres, où est-ce qu'on va? Il faut donc aussitôt effectivement faire des réformes concrètes à caractère économique, sanitaire, éducatif, etc. Et de formation surtout professionnelle. Parce que les esclaves, comme je le disais, eux, ils sont des travailleurs. Ce sont ceux qui nourrissent. C'est les travailleurs, il faut les former, les perfectionner, ils vont aller très vite dans l'évolution de la société. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Je ne me répète pas. Je note par hasard qu'un peu partout dans cette localité, cette cohabitation entre réfugiés et population locale a fait des résultats importants. Personnellement, depuis quelques années, depuis 2 ans, je ne suis pas parti dans ces sites, mais je le ferai rapidement. Monsieur, merci. En tout cas, je voudrais rassurer mon doyen, monsieur Ladji. Je suis d'accord avec lui quand il dit que cette agence a été encombrée par beaucoup de choses. On aurait dû alléger et surtout clarifier sa mission. En tout cas, nous, à l'opposition démocratique, nous sommes en train de nous pencher sur un programme de gouvernement. Parce que nous gardons toujours l'espoir qu'en Mauritanie, on puisse un jour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et si jamais elles sont organisées, nous sommes sûrs d'arriver au pouvoir. Et si je rassure notre ami Ladji que si, en tout cas, au niveau de l'opposition démocratique, dans le programme de gouvernement, nous allons revoir la mission de cette agence pour la rendre, si on devait la garder, pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace qu'elle n'est conçue actuellement. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Deuxièmement, je voudrais parler concernant cette agence qui est là. Je crois que concernant son management, ça c'est très important. Le management de cet agent, il a été soulevé par mon ami Traoré, mais je vais insister là-dessus. Pour le management de cette agence, il faut qu'on recrute les responsables de cette agence suivant, pour une première fois au moins, qu'on puisse recruter les gens suivant leur mérite, leurs compétences, leur sérieux, etc. Et qu'on l'éloigne du clientélisme, du népotisme, de la politique, de mettre quelqu'un dans une agence pour faire la politique du régime. Cette histoire-là, il faut, si on veut qu'elle ait une chance, il faut que dans le cadre d'un processus ouvert de appel à candidature pour les personnalités qualifiées pour diriger cette agence, qu'on ouvre ce processus aux gens, aux compétences, aux mérites dans ce pays, au moins pour une première fois. Deuxièmement, je pense que les gens, les responsables de cette agence, leur mission doit être incompatible avec la politique. C'est comme ça qu'on peut la rendre un peu opérationnelle. Si c'est des politiciens qui sont à la solde des gens, ils feront le travail politique, ils feront la propagande, ils feront ceci, mais ils ne feront pas un travail aussi important qui est adressé à des centaines de milliers de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ça, c'est concernant le problème du management de l'agence. Je pense que pour cette agence, elle doit également avoir une politique de suivi et d'évaluation avec des mécanismes de contrôle très rigoureux et très sérieux. Très rigoureux et très sérieux. Il faut qu'on innove dans ce domaine. Dans le cadre de la gestion de cette agence, qu'on innove, qu'on ne prenne pas cette agence comme étant une structure administrative qui reçoit des ordres comme ça. Ça doit être une agence avec une conception moderne, avec une gestion moderne, avec des hommes compétents et modernes, loin des discours, de la phraséologie, des gens qui sont là, au lieu de servir le pays, de servir le peuple, sont en train de servir des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est concernant le problème de l'évaluation. Donc, il faut qu'au niveau de cette agence, qu'il y ait des indicateurs chiffrés,
qu'on doit mesurer, qu'on doit pouvoir mesurer au bout d'un certain temps, que cette agence, qu'on puisse savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Éventuellement, elle pourrait faire un rapport annuel. C'est un rapport qui serait adressé au Parlement pour le discuter, pour voir quels sont les problèmes, où est-ce qu'il y a eu des problèmes, etc. Bon, concernant notre ami le conseiller, monsieur, je pense que monsieur Barry, il a parlé des problèmes. Il a parlé des problèmes de l'ANER. Ce que vous avez cité ici, c'est les réalisations. Bon, moi, je ne sais pas, je n'en sais rien, je vous crois. Je crois ce que vous avez dit, je n'ai rien contre ça. Je crois, mais seulement cette agence dont vous parlez, c'est adressé à 20 000 personnes, je crois, ou 23 000 personnes. Alors que cette agence, elle doit s'adresser, si ce n'est pas à 1 million de personnes, au moins à des centaines de milliers de personnes. Donc ce n'est pas la même approche, ce n'est pas le même ordre de grandeur. Donc c'est pourquoi je voulais vous signaler ça. Nous sommes à la fin du débat. Je vais juste vous rappeler qu'à travers ce débat, nous avons pu tirer certaines idées sur lesquelles tout le monde est d'accord. Une éducation, beaucoup faire dans ce sens, discrimination positive, un bilan, ça a été répété par tout le monde, des compétences et méthodologies de travail. Grosso modo, une évaluation du phénomène. Je crois que tout le monde est grosso modo d'accord là-dessus et Khairi l'a dit tout de suite, il a dit que personne ne conteste la mise en place de cette agence. Donc, dans 1 minute pour chacun des intervenants. Parce que nous allons terminer, c'est l'heure du journal. Un quart d'heure, non ? Un quart d'heure ne nous appartient pas, nous avons 5 minutes. Mais c'est pour la présentation du journal. Moi, 3 minutes, c'est... 3 minutes, je ne pourrais pas... Je suis la partie technique. Et que chacun respecte ses 3 2 minutes. minutes. Les techniciens disent 2 minutes. C'est eux qui dirigent, c'est pas moi. On va aller très vite. Je vais te donner 1 minute. Donc c'est juste pour rejoindre Khairou et rejoindre notre ami. C'est-à-dire pour la gestion de l'agence. Le secret de la réussite de l'ANER, c'est la compétence de ses chefs et surtout leur méthode de faire. On se sent à l'intérieur de l'agence qui vient de disparaître, obligé au résultat, vu la méthode utilisée par les chefs qui étaient là. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Tant qu'il y a travail, les gens sont sur le terrain et tous sur le terrain. Il n'y a pas un seul qui ne connaît pas le terrain ou qui ne le fait pas. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudrait un bon choix pour que cet objectif, cette grande volonté exprimée, accompagné des moyens, et c'est sûr que ça sera accompagné des moyens qu'il faut, puisse atteindre son objectif par le biais d'un recrutement, par le biais d'une sélection solide des compétences. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça qui a permis à l'agence ANER de réussir, et ça doit être là également ce qui doit permettre à notre nouvelle agence de réussir. Et je suis convaincu que si on reste dans la lancée que l'autre agence avait bénéficié, en volonté, en moyens et tout, la réussite sera au rendez-vous. Le Mauritanien est expert en ça, s'il est mis dans les conditions qu'il faut. Merci. Oui, moi je voudrais tout d'abord rappeler que cette agence intervient dans un contexte favorable. Quand on se rappelle des champs réglementaires, je l'ai cité tout à l'heure, quand on se rappelle qu'il y a eu des projets structurants qui ont été engagés au profit des milliers cibles de l'action de l'agence, je peux en citer 3, notamment le projet de la flotte Chergui au niveau de Voumoglite qui va alimenter plus de 450 villages en eau potable, en électricité, l'usine de sucre qui a été créée dans ce milieu, etc., avec ses répercussions en termes d'emploi. Vous savez, moi je reviens de Borat il y a 10 jours. Et ce dont je parle, je l'ai vécu. Je vais vous donner 2 exemples. Il vous reste 1 minute. Oui, en partant à Borat, on était obligé de s'arrêter 4 fois pour enlever le grillage pour que les voitures puissent passer. Et ça n'a jamais, ils n'ont jamais profité de ce grillage, et ce sont les populations qui nous le disent. Et c'est bien la preuve qu'il y a eu quelque chose qui est palpable. Et c'est pourquoi j'ai dit que cette agence intervient dans un contexte favorable. Ensuite, il y a eu d'autres actions qui sont très importantes. Je veux parler en particulier de l'éradication
des quartiers précaires dans les principaux centres urbains du pays. N'oubliez pas que les principaux bénéficiaires sont pour l'essentiel des populations cibles de l'action de l'agence. Déjà qu'ils bénéficient de terrains, d'un environnement d'habitat décent, c'est déjà donc un indicateur positif que l'agence pourra épauler par des programmes d'habitat adaptés pour ces milieux. Je veux rassurer notre ami du RFD que les problèmes de l'agence ne souffrira pas d'un problème de moyens. Et que ce n'est pas parce qu'elle a été créée en avril que rien n'a été prévu pour cela. Vous savez, dans le budget de l'État, il y a toujours ce qu'on appelle les dépenses communes, qui sont une réserve importante pour donc ce type de structure. Et il y a aussi, comme le conseiller l'a signalé tout à l'heure, les lois de finances rectificatives qui permettront, le cas échéant, de mettre les ressources nécessaires à la disposition de l'agence. Merci. Je rappelle un dernier aspect, que c'est une agence gouvernementale et qu'à ce titre, l'ensemble des compétences nationales, qu'elles soient politiques ou professionnelles, sont éligibles. Et en tant que politique, nous devons être exigeants vis-à-vis de l'action et vis-à-vis du rôle des responsables qui sont appelés à diriger cette agence, et non pas imposer qu'il soit de tel ou de tel nom. Notre exigence doit porter sur le résultat, sur l'action, sur la méthode. Je vous remercie. Merci. Bon, moi, je voudrais dire simplement que cette agence n'a pas le droit d'échouer, n'a pas le droit à l'échec. Beaucoup de structures de l'État existent. Beaucoup d'institutions publiques, elles peuvent souffrir d'insuffisance, elles peuvent souffrir d'échecs. Mais cette agence, particulièrement, elle n'a pas le droit d'échouer. Ça, je pense aussi que c'est un constat sur lequel nous pouvons être d'accord, tous. Parce que de cette agence dépendent un certain nombre de choses. Un, ça va renforcer l'unité nationale dans ces pays. Deux, ça va renforcer la cohésion sociale, la paix, et ça va permettre aussi de mettre un terme à une certaine injustice, parce que nous sommes tous pour le principe d'une justice sociale dans ce pays-là. En tout cas, moi, c'est par ces mots-là que je vais terminer, et je vous remercie. Moi, je voudrais qu'on finisse pas ce débat par des discours dithyrambiques ou pessimistes. Je prends par exemple le problème des quartiers précaires, le déménagement. Qui est-ce qu'on déménage? C'est les pauvres qu'on déménage. Souvent, on les déménage de zones relativement favorables pour les jeter, les déplacer et les jeter n'importe où. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le discours dithyrambique, restons dans le sujet, parce que ça, c'est des problèmes sérieux, c'est des problèmes complexes. La population Nouakchott est très nombreuse. On est affronté à un problème sérieux maintenant, c'est le problème du remembrement des quartiers précaires. C'est un problème sérieux. Où est-ce que vous êtes peut-être à Iskan, peut-être que vous avez des programmes déjà pour les constructions de logements sociaux dans tous ces quartiers, je n'en sais rien. Où est-ce qu'on va prendre cet argent? Par conséquent, je crois qu'il faut qu'on reste dans le cadre du sujet. Et le sujet, c'est quoi? C'est cette agence pour l'éradication de l'esclavage et de ses séquelles. À mon avis, si on met trop de choses là-dedans, personnellement, ce débat, j'ai appris beaucoup d'informations, et je resterai sceptique parce qu'en Mauritanie, malheureusement, on est habitué un peu au flou, à l'amalgame, etc. Je ne voudrais pas qu'on aille dans ce sens-là, qu'on reste précis, qu'on reste sur les accords qui ont été signés au cours du dialogue, qu'on crée cette agence pour l'éradication de l'esclavage et de ses séquelles, et qu'on ne la surcharge pas de trop de choses. Sinon, ça risque de forcer le problème. Moi, c'est ça ma crainte. D'accord, très bien. C'est Mohamed, vous avez aussi 2 minutes. Maintenant 3. Non, vous avez 2 Il minutes. fallait qu'il m'a demandé 2 minutes. Oui, mais tu n'as pas d'accord. Tu as 2 minutes, moi j'ai pris 2 minutes et quelques secondes de plus. On y va. Bon, pour terminer ce débat, moi je pense qu'il y a une idée que je n'ai pas développée, c'est que pour cette agence, je voudrais qu'elle s'oriente vers une certaine contractualisation avec les sociétés,
les associations chargées des problèmes des droits de l'homme, qu'elles fassent avec des contrats, parce que c'est des associations qui ont des compétences, qui peuvent aider de la société civile, toutes les associations qui sont compétentes dans ce domaine. Elles peuvent beaucoup aider l'agence dans le cadre du travail qu'elle pourrait entreprendre. Bon, je sais que cette agence, son problème, ça sera surtout son environnement. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. Son environnement, dans tout l'environnement politique, etc. Je crains qu'elle ne soit bourrée de gens auxquels on demande des voix, etc. Et qui finalement, au bout du compte, qu'il n'y ait pas de résultat. C'est mon inquiétude parce que l'expérience prouve le bien fondé de ce que je dis. Donc je lui souhaite bonne chance, cette agence. Bon, pour les amis, je pense que notre débat a été un débat intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Au moins, ça m'a permis de faire la connaissance de certains amis que je ne connaissais pas. Donc, c'est utile. Mais je voudrais terminer en demandant à la télévision de ne pas être toujours à la traîne, attendre que le gouvernement décide quelque chose, une agence ou une autre, mais je demande à la télévision, par exemple, d'organiser des débats. Par exemple, je leur propose un titre, la corruption dans le secteur minier. Très bien. Par exemple, vous pouvez organiser un débat sur ce plan-là. Je crois que l'administration qui est chargée de cela vous a entendu et c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier tous. Je remercie M. Barry Moussa Demba, qui est conseiller technique du directeur général de l'ANAR. Je remercie également Mohamed Mahmoud Javar, qui est secrétaire exécutif chargé de l'orientation politique au sein de l'UPR. Je remercie M. Ahmed Ould Khairi, qui est chargé des affaires juridiques au sein de l'UIAM. Et comme je remercie Ladi Traoré, qui est secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste. Et je vous remercie, vous, M. Mohamed Den Oudelbou, vous êtes membre du bureau exécutif du RFD. Ainsi donc prend fin cette émission. Je vous retrouverai bientôt dans une autre émission. Et je remercie également les techniciens qui ont veillé toute la nuit à la mettre en onde. علي الكفور